C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, est-ce que vous vous réjouiriez d'un changement de régime en Iran ? Bien sûr, tout le monde se réjouirait d'un changement de régime en Iran. Mais le problème, c'est qu'un changement de régime en Iran... Il y a toujours un oui mais. Oui, parce que ce qui est en train de se passer est totalement du droit international et c'est la loi du plus fort. Si on commence à entériner que, en dehors de tout cadre de l'ONU, en dehors de toute décision des nations, on peut aller exécuter un dirigeant d'un pays étranger et faire la guerre à un pays étranger de manière unilatérale, vous voyez bien que c'est fini. Le droit international qui régit les rapports internationaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont totalement volatilisés au profit de la loi du plus fort. Mais est-ce que lorsque Vladimir Poutine envahit la Crimée, il n'y avait pas de droit international ? Nous avons été les premiers à faire un communiqué condamnant cette agression. J'attends toujours le même communiqué condamnant l'agression de l'Iran et maintenant d'ailleurs du Liban par Israël de la part des autorités françaises. Nous, on n'est pas, de ce point de vue-là, on n'a pas deux logiques, on n'en a qu'une. Mélenchon, la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran n'a d'autre mandat, je le cite, que la volonté suprémaciste de Trump et Netanyahou. J'imagine que vous êtes d'accord avec cette... Vous en voyez une autre, vous ? Non, vous mais pensez que... je vous demande, la question c'est de quel sûr. suprémacisme s'agit-il ? Il me semble que Donald Trump, depuis maintenant qu'il est élu, fait preuve sur le plan intérieur, mais sur le plan extérieur aussi, d'une volonté de réafficher la suprématie des États-Unis d'Amérique. Un impérialisme, on va dire, dominant qui s'extrait, encore une fois, tout le droit international, qui pense qu'il peut aller kidnapper un dirigeant international qui ne lui plaît plus, qui peut éventuellement envahir le Groenland si bon lui semble, peut-être même le Canada, et qui aujourd'hui décide, avec Israël, d'exécuter un dirigeant qui ne lui plaît pas. On peut trouver tout à fait légitime qu'il ne lui plaise pas. Monsieur Khamenei était un tyran sanguinaire. Mais vous voyez bien que si ça devient les règles du droit international, le jour où les plus forts passeront ailleurs, chacun aura certainement à regretter ce genre de décision. Il n'est pas le premier à s'arranger avec les règles du droit international. De manière aussi nette, si, vous avez raison de dire que ce n'est pas la première fois, le droit international, mais n'empêche, le droit international restait quand même la règle de fait. Quand, par exemple, vous avez eu l'invasion américaine en Irak, avec des fausses informations sur les armes à l'époque chimiques, il a quand même fallu, à un moment donné, passer par l'ONU, même si les Américains avaient décidé de manière unilatérale des choses. Là, M. Trump non seulement ne passe plus par l'ONU, mais il a même proposé en réalité quelque chose qui remplace l'ONU et il décide à peu près ce qui bon lui semble. Il décide également ce qui bon lui semble, d'ailleurs, vis-à-vis de pas mal de villes américaines. Je ne vais pas vous renvoyer sur ce qui s'est passé à Minneapolis, c'est-à-dire un ordre, le moins qu'on puisse dire, très autoritaire, répressif et autres. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de suprémacisme. Alors, Éric Coquerel, vous parlez de droit international, mais on peut aussi parler de droits humains. La répression a été absolument sanglante comme jamais, quand on sait que le régime est allé achever des gens dans les hôpitaux, qu'ils ont racketté des familles pour récupérer les corps, tirer à bout portant sur des jeunes. Quand on voit ce qu'a fait ce régime, est-ce que tout ce qui permet d'y mettre un terme n'est pas bon à prendre? Mais alors, est-ce que vous pensez que tout ce qui permet de mettre un terme à la fin du génocide à Gaza, des 70 000 morts qui sont maintenant, y compris reconnus par Israël, au nom de ça, est-ce que vous pensez que les États voisins d'Israël, s'ils en avaient les moyens et la force, pourraient tous permettre, y compris d'aller exécuter Benjamin Netanyahou, parce qu'ils considéreraient que les droits internationaux, les droits humains, puisqu'on parle de génocide, et c'est pas nous, c'est la Cour de justice internationale, ont été bafoués. Vous voyez bien que le problématique là-dedans, c'est qu'il y a toujours j'allais dire, c'est toujours l'analyse du plus fort. Oui, mais on a l'impression que vous etc. choisissez vos combats. Comment vous choisissez vos combats? Gaza, l'Iran? Le problème, je choisis le droit international. Voilà, c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut s'établir pour répliquer. Pourquoi ? Parce que sinon, d'une part, c'est la loi du plus fort, et je pense que la loi du plus fort, il n'y a rien de pire, surtout que vous conviendrez avec moi que, de ce point de vue-là, par exemple, M. Netanyahou ou M. Trump, vis-à-vis de la politique qu'ils mettent en place un peu partout, ne sont pas, j'allais dire, des parangons d'une vertu, j'allais dire, internationale, de respect des droits humains qui pourrait leur donner le droit comme ça, légitime, d'intervenir ailleurs, etc. Donc
la question du droit international est absolument fondamentale. Et j'ajouterai autre chose, c'est que malheureusement, toute l'histoire des interventions extérieures, y compris pour mettre fin à des dictateurs dans les pays du Proche et Moyen-Orient, on sait comment ça s'est terminé. Oui. Je vous rappelle que l'invasion de l'Irak et autres, ça a donné Daesh. Donc pour l'instant, malheureusement, les peuples entre guillemets, n'ont pas été libérés comme ça de l'extérieur. Ça a été plutôt un joug qui a succédé à un autre joug, et j'ai bien peur que ça soit exactement ce qui se passe par l'Iran. Éric Coquerel, je voudrais rappeler ce que disait Ali Khamenei, le guide suprême iranien, qui a été tué samedi dans les premiers bombardements. En 2000, il déclarait « La tumeur cancéreuse appelée Israël doit être déracinée de la région ». Et en 2001, il disait que l'éternel sujet de l'Iran est l'élimination d'Israël de la région. Mahmoud Ahmadinejad, qui a été président iranien entre 2005 et 2013, disait quant à lui en 2005 que l'Iran rayerait Israël de la carte. Est-ce que l'État israélien n'était pas fondé à se sentir gravement menacé par l'Iran et a fortiori par l'Iran qui aurait accédé à l'arme nucléaire? Je vous ferai remarquer que, alors, première réaction, si vous pensez que le fait que je réclame le droit international de la manière de gérer, y compris, à mon avis, sur le fait qu'il aurait fallu, surtout une situation où M. Khamenei, au lieu d'être exécuté, soit jugé pour l'ensemble de ses crimes. Et le fait de dire ça, est-ce que ça vaudrait une quelconque, aménité pour le régime iranien? Vous vous trompez d'adresse. Parce que, pour ma part, je n'ai jamais considéré que le régime des mollahs était un progrès de quiconque. Moi, vous savez, l'Iran, pour moi, et les gens auxquels je me réfère, c'est plutôt le régime laïque de Mossadegh qui a été abattu par le Shah d'Iran. La gauche française avait applaudi l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. En l'occurrence, c'est pas ce qui se passe et c'est pas non plus ce qui s'est passé du côté de Jean-Luc Mélenchon. Donc de ce point de vue-là, je suis très à l'aise pour vous répondre. Moi, je considère que je fais partie des gens qui ne vont évidemment pas regretter Khamenei. La seule question qui se pose, c'est qu'encore une fois, si vous établissez ça comme règle internationale, eh bien, je vous assure que le conflit mondial n'est pas loin et le droit du plus fort va devenir très vite insupportable pour les peuples du monde entier. Donc je vous réponds là-dessus. Quant à Israël, je vous fais remarquer que la manière d'Israël se comporte vis-à-vis d'un peuple voisin qui est palestinien, c'est-à-dire au point aujourd'hui d'éradiquer son existence politique possible, au point même d'éradiquer peut-être son existence physique en tant que telle, la manière dont Israël se comporte vis-à-vis du Liban, avec lequel, je vous rappelle, la France a une coopération de défense. Le moins qu'on puisse dire, je ne sais pas si les mots sont aussi durs de la part de Netanyahou, mais dans les faits, il menace tout autant ses voisins que l'Iran aurait pu menacer l'existence même de l'État d'Israël. Donc la situation, dans le sens, ne donne pas le bon rôle que vous voulez lui prêter manifestement à Israël vis-à-vis de l'Iran. Je pose une question. Pense que dans cette s'il était fondé à estimer qu'il était en danger existentiel. Manifestement, aujourd'hui, Israël est plus un danger pour les pays voisins que l'inverse, dans les faits concrètement. Je ne parle pas des déclarations des uns et des autres. Et je voudrais vous dire quelque chose, c'est que moi je pense que je suis pour un désarmement nucléaire dans toute la région. C'est-à-dire à la fois des pays qui n'ont pas à avoir la bombe, comme l'Iran, mais des pays qui ont la bombe qui ne devraient pas l'avoir selon les traités internationaux. Je parle d'Israël. Et donc moi, je suis pour avancer là-dessus. Et il se trouve qu'avant même l'intervention américaine, tout le monde sait qu'il y avait des progrès très importants qui se situaient, grâce notamment à Oman, sur la question du désarmement. Il ne restait plus que quelques points à soulever. Et donc j'ai tendance à penser que l'intervention d'Israël n'a ni pour cible, et des Américains n'ont ni pour cible principale le désarmement, ni surtout pour cible le fait de permettre au peuple iranien d'être plus libre, mais tout à voir avec le pétrole, les intérêts géostratégiques de ces deux pays, et notamment des États-Unis, dans notamment une concurrence avec la Chine pour les États-Unis. Voilà, à mon avis, ce qui préoccupe Donald Trump plus qu'autre chose. Et vous verrez d'ailleurs, je vous fais le pari, que si demain vous avez un régime tout aussi dictatorial et militaire qui prend le pouvoir en Iran, mais qui est beaucoup plus amène vis-à-vis des intérêts américains, ça ira très bien à Donald Trump. Alors une semaine après avoir ironisé sur Epstein, Jean-Luc Mélenchon a récidivé en prononçant Raphaël Glucksmann au lieu de Glucksmann. Vous qui le connaissez bien, comment expliquez-vous ces dérapages que beaucoup considèrent comme antisémites? Bien sûr, j'ai bien compris le sujet. Donc c'est bien, on aura passé... Combien de temps dure votre émission? On aura passé quelques minutes sur un sujet aussi fondamental que le risque de conflit généralisé, et on va passer maintenant... 10 minutes exactement. Voilà, donc on va passer maintenant... Oui, c'est pas mal, 10 on va minutes. passer le reste maintenant sur
la manière de Jean-Luc d'écorcher les mots. Dans le même meeting, il a écorché les noms de Madame Spielbout, de Donald Trump, même du candidat à la mairie France Insoumise. Est-ce qu'il a raison de le faire? Il estime que non, il l'a dit lui-même. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous pensez qu'il a mal prononcé le nom de M. Glucksmann en ayant pour penser, non pas que M. Glucksmann était un adversaire politique qui nous mène des coups de plus en plus durs et qui estime même qu'en cas de deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et le RN, il envisagerait de s'abstenir. Je crois que c'est beaucoup plus ça qui l'a préoccupé dans son analyse, et c'est même seulement ça qui l'a préoccupé dans son analyse, et non pas le fait que maintenant on est obligé d'avoir, c'est-à-dire de quelle religion ou de quelle culture il sait le poids des mots. Il connaît. Mais je vous dis, voilà, la réponse est là. Donc, tous ceux qui, quelque part, j'ai vu les comparaisons avec Jean-Marie Le Pen, qui a fait des lapsus exprès révisionnistes par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est indécent. Je pense que tout ça fait partie d'une chose où on a compris qu'on n'avait plus le droit à la moindre erreur, puisque on a décrété pour essayer d'affaiblir la seule force politique démocratique capable de s'opposer au Rassemblement national qu'il fallait nous affuber le terme d'antisémite, et notamment une force qui estime qu'Israël n'a pas tous les droits au Proche-Orient et par rapport aux Palestiniens. On a compris que c'est ça aujourd'hui qui nous menace. Je vous réponds là-dessus. Tous ceux qui... Non, mais je vous réponds là-dessus. Non, mais je voudrais, je voudrais prolonger. Pour moi, cette polémique devrait être nulle et non avenue. J'ai compris que ce n'était pas le cas. On allait y passer des heures. Admettons que sur Glucksmann, sa langue est fourchée. Mais je voudrais qu'on revienne un instant sur Epstein. Là, sa langue n'a pas fourché. Il a ironisé sur cette double prononciation, Epstein ou Epstein, qui aurait, selon lui, une consonance plus russe. Quelle était, selon vous, l'intention de Jean-Luc Mélenchon? Que voulait-il souligner? Quelle démonstration voulait-il faire? Il voulait faire la démonstration parce que ça a circulé, y compris dans des journaux comme Le Figaro, qui se sont très vite empressés après de supprimer l'article. Vous avez aujourd'hui un débat sur la question du prononciation du nom, et y compris un débat sur le fait qu'en réalité, Monsieur Epstein, parce que je continue à l'annoncer comme ça, parce que serait en réalité un nom à consonance russe qui pourrait indiquer peut-être des accointances avec la Russie. Donc c'est là-dessus qu'il a appuyé. Et je vais vous dire une chose aussi derrière votre question, c'est le fait que vous pensez que à travers ça, Jean-Luc Mélenchon pensait que avant tout ce qui définissait Monsieur Epstein. Non, mais je vous connais, Monsieur. Mais écoutez ce que disent vos adversaires. Je sais où vous voulez en venir, donc je vous réponds directement, comme ça, au moins on aura gagné du temps. Que Monsieur Epstein, ce qui le caractérise d'abord, c'est le fait d'être né juif, et non pas le fait d'être non seulement un pédocriminel, mais quelqu'un qui, manifestement, dans toutes ses idées, était suprémaciste. Ce qui, d'ailleurs, vous remarquez théoriquement, devrait être contradictoire avec ceux qui en ont été la victime, d'être raciste, etc. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, sa première réaction et sa première manière dont il pense à Epstein est celle-ci. Voilà. Alors, il y en a qui renvoient tout à la question. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que c'est peut-être les mêmes. Parce que j'ai vu qu'il y avait des articles, des trucs complotistes là-dessus. C'est peut-être les mêmes qui, notamment à l'extrême droite, laissent penser que justement tout ça pourrait faire partie d'un complot. Alors, je ne vais pas dire maçonnique, juif ou étranger. Je dis ça parce que je pense à Aurore Berger qui a parlé de l'anti-France, sans que ça vous fasse réagir, sans que vous en fassiez des bandeaux, alors que l'anti-France, je vous rappelle, est une invention de Maurras, puis de Pétain, pour définir la France juive, la France étrangère, la France franc-maçonne et la France communiste. Ça vous a pas, manifestement, ça vous choque pas beaucoup, mais nous, ça nous choque, et c'est plutôt ces gens-là à qui nous nous opposons dans la définition, la traduction de l'affaire Epstein. Il se trouve que c'est pas Aurore Berger qui est en face de nous. D'accord, mais je remarque qu'elle n'a pas eu le droit au même traitement. Non, mais quand vous dites vous parlez de la presse en général, vous ne parlez pas de nous. Les problèmes de prononciation. Alors, vous dites que ça a choqué, ça vous a choqué. Vous avez invité Aurore Berger, vous l'avez questionné là-dessus? Non, pas dernièrement. Non, d'accord. Vous dites que ça vous a choqué, mais alors les critiques pleuvent aussi du côté chez vos alliés. Clémentine Autain, ancienne LFI, a tweeté ce soir: encore la honte, Jean-Luc Mélenchon est désormais un naufragé volontaire et la soumission des dirigeants est assourdissante. Est-ce que quelqu'un chez vous a dit à Jean-Luc Mélenchon: Jean-Luc, tu débloques? Alors, je vais vous répondre sur le premier sujet. Que tous ceux qui estiment que dans la prochaine présidentielle,
ils sont potentiellement des candidats et qu'ils verront comme un concurrent la candidature de Jean-Luc Mélenchon, quelque part utilisent de plus en plus n'importe quel moyen pour essayer de nous affaiblir. Jusqu'à là, ça j'ai remarqué. Je ne pense pas que ça fasse leur grandeur, mais j'ai remarqué. Maintenant, sur la question, je vais vous dire, à partir du moment où il y a autant de bruit, y compris à partir du moment où la problématique de prononciation de Jean-Luc heurte, y compris des gens, sincèrement. Non, mais chez vous, ma question, c'était est-ce que quelqu'un lui a dit... Mais il n'y a pas eu besoin que quelqu'un lui dise. Parce que vous avez remarqué que Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet pour montrer et expliquer ce qu'il a voulu faire. Mais peut-être qu'auparavant, des personnalités de la France Insoumise ont dit, bon, bah maintenant, il faut que tu t'excuses. Non. Et tu nous tires vers le fond. Ben voilà, donc il n'y a pas eu cette prononciation, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est quand même assez autocritique vis-à-vis de lui-même pour estimer quand, à certains moments, il a peut-être fait une erreur, ou en tout cas quelque chose qui peut être utilisé de cette manière-là par nos adversaires. Je vous ferai remarquer quand même, ça, là non plus, ça ne vous a pas posé de problème, que comme souvent, non, mais je le dis, oui, d'où est partie cette polémique? Ce qui est étonnant... Il l'avait dit avant, d'ailleurs. D'où est partie cette polémique? Perpignan se passe, les journalistes interviewent après Manu Bompard, etc. Il n'y en a pas un qui relève. Ça part de comptes d'extrême droite qui prennent ces 5 secondes complètement sortis de leur contexte. Je dis sortis de leur contexte parce que tout le reste du discours est un discours totalement contre justement les antisémites. Là où vous avez raison, c'est qu'il l'a dit le 10 février, le 18 février. Mais ça part souvent comme parle de l'extrême droite et après c'est repris avec un certain retard. C'est exactement ce qui s'est passé sur les différentes polémiques. Donc je vous dis là-dessus, je pense que ça ne grandit pas ceux qui l'utilisent et ceux qui veulent faire des combattants du racisme et de l'antisémitisme depuis des décennies, quelque part dans une espèce d'inversion hideuse de l'histoire, l'inverse. Ou alors, par exemple, des antifascistes, des fascistes. Voilà, je pense que la démocratie n'a rien à gagner à ça. Une minute. Lors d'un meeting à Saint-Ouen il y a quelques jours, vous avez parlé d'un arc antifasciste. Oui. Qui en fait partie selon vous? Et si on n'est pas dans cet arc antifasciste, est-ce qu'on est automatiquement fasciste? Alors, j'ai combien de temps pour vous répondre à cette question? 40 secondes maintenant. 40 secondes. Je vais vous dire, il y a des gens qui viennent de casser le front républicain que nous avions nous-mêmes suscité en 2024. Ce sont les gens qui imaginent des alliances avec l'extrême droite, les républicains notamment, des gens comme Aurore Berger qui estiment qu'au municipal, ils pourraient s'allier avec le RN, ce qui fait qu'ils ont souvent à soutenir le RN ou la droite extrême, vu le résultat actuellement des candidats macronistes. Bon, ces gens-là sont en train de s'extraire. Alors, du Front républicain, il le casse, et j'ai l'impression que, vu la période, ce qui va un peu définir, en réalité, peut-être aussi une sauvegarde républicaine, ça va être ceux qui sont opposés à la montée du fascisme dans ce pays, et même à l'alliance avec le fascisme. Par exemple, ceux qui hésitent lors d'un deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et un candidat du RN. Merci Éric Coquerel. Merci. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à Flore Simon et à Camille Néran. Merci Frédéric. À jeudi prochain. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Au revoir.